Les années précédentes, on a fait du bon travail. Mais cette année, il faut qu'on mette la barre un peu plus haut. Regardez, ça devrait vous plaire, j'espère. Enlève-moi ce borgnole. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à notre public ici réuni, bonjour, merci. Je suis ravi d'être avec vous et de vous retrouver pour ce 6e direct, une épopée incroyable, vous le savez, cette année encore, pour les EC, ici avec tous les étudiants et les étudiantes. 2023 est un excellent cru, la preuve avec cette émission consacrée cet après-midi au montage, à la post-production. Alors, comment devient-on monteur? Eh bien voilà une question qu'on posera à mes nombreux invités. Mais tout de suite, on va faire un petit test de culture générale, le cinéma audiovisuel, avec vous qui nous regardez en direct, mais aussi avec vous qui nous faites l'amitié d'être présents sur notre plateau. Alors, vous êtes prêts? Vous avez découvert, vous avez des pancartes vrais, faux, qui vous ont été distribuées. Vous allez devoir donc exprimer votre sentiment en réponse à ma question. Écoutez plutôt, attention, concentrez-vous. Première affirmation, vrai ou faux? Jadis, le montage était un métier majoritairement féminin. Est-ce vrai ou est-ce faux? Prenez quelques secondes de réflexion. Vous nous dites faux, 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 faux. 4 vrais et le reste faux. Je vais noter tout ça. Eh bien, la réponse, c'est vrai. Et oui, c'est vrai, considéré comme un travail de couturière nécessitant de la patience et une grande minutie, ce métier était pratiqué essentiellement par des femmes. Allez, deuxième affirmation, attention, écoutez plutôt. Une maxime bien connue dit « Un film s'écrit 3 fois, au scénario, au tournage et au montage ». Alors, selon vous, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Prenez le temps, ne vous précipitez pas, quelques secondes de réflexion. Et là, vous me dites à 100%, c'est vrai, je le note, et vous avez raison. Oui, tout à fait, c'est vrai. On a tendance à sous-estimer l'importance du montage dans le récit d'un film, et pourtant, il s'agit bien de l'étape où l'histoire prend forme. Allez, troisième et dernière petite question, parce que ça marche bien, j'ai l'impression que ça vous fait plaisir, et moi aussi, j'y prends goût. Alors, écoutez plutôt. Le montage est la dernière étape de la création d'un film. Vrai ou faux? Faux, 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 vrai. Vrai, et la réponse, c'est faux. Eh oui, après le montage viennent les étapes de l'étalonnage qui permet d'harmoniser les couleurs et la lumière du film et le mixage où le son et la musique sont équilibrés pour se compléter. En tout cas, bravo, bravo. On peut vous applaudir et vous remercier pour votre participation. Alors, on peut tous le constater, vous qui êtes des habitués des réseaux sociaux, d'Instagram, de TikTok par exemple, ou de Facebook, on peut tous faire des montages. Mais cela fait-il pour autant de nous des monteurs professionnels? Ah, c'est pas si sûr. Il suffit pas de filmer son plat préféré, son sport favori ou encore ses vacances pour être monteur. Non, je pense qu'il faut être formé. Alors, ce sera le thème de notre première partie. Nous allons pour cela accueillir nos premiers invités et je vous demande de faire un triomphe à celui qui est diplômé de notre école, l'ESSEC, l'ARFIS, en 2018. Aujourd'hui, il travaille pour ZDQSD Productions. Il a travaillé dans le monde du web et de la télé. Je vous demande d'accueillir Monsieur Clément Robert. Bienvenue. Bonjour Clément, bienvenue. Et pour vous accompagner, je demande d'accueillir celui qui a commencé sa carrière comme infographiste. Aujourd'hui, il est monteur de documentaires, mais également réalisateur de clips musicaux, de pubs, de documentaires. Il a également réalisé des courts-métrages d'étudiants de 3e année de l'ESSEC. Je vous demande d'accueillir Frédéric Aujas. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue à tous les deux, on a plein de questions à vous poser. La première sera pour vous, Clément. Je crois que vous aviez toujours voulu être monteur. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? C'est une vocation? Ouais, c'est une bonne question. Ouais, je pense que c'est une vocation. Moi, j'aime raconter une histoire à partir de plein de plans. J'aime ça, ouais. Un peu comme un puzzle, en fait, finalement. Alors, vous avez beaucoup travaillé, et vous travaillez beaucoup pour le web, pour la télévision. Est-ce que la fiction, c'est un petit peu le fantasme absolu pour vous? Ouais, ça a toujours été ça. Moi, quand je suis même rentré à l'ARFIS à l'époque, c'était la fiction que je voulais faire. Bon, malheureusement, après en sortant, j'ai pas eu forcément le choix de tout ce que j'ai fait, mais du coup,
C'est un peu, ouais, mon fantasme ultime, c'est d'être monteur de fiction puis réal. Ça serait vraiment le but ultime, ouais. Allez, on va poser d'autres questions à Fred, toujours dans le même état d'esprit. Vous êtes plutôt spécialisé, je crois, dans le documentaire. Est-ce que vous auriez aussi envie de vous lancer dans le montage de fiction? Ça vous fait rêver? Pas tout à fait, non. Je suis arrivé au montage de documentaires un peu par hasard, par passion des documentaires. Et je suis ravi de ce que je fais. Alors, je vais vous découvrir un secret de fabrication ici à l'ESSEC, parce que sachez que les productions sont montées dans cette école plusieurs fois. Ah oui, on s'amuse, on a du temps devant nous, on est là pour apprendre. Il existe un montage officiel fait avec le réalisateur, et puis il y a des montages fantômes un peu parallèles, faits sous le manteau, et ils sont faits sans le réalisateur. Et vous avez tous les deux, je crois, eu cette expérience, vous, Clément, en tant qu'étudiant, et Fred comme réalisateur. Comment vous avez vécu ce moment plein de surprises et de promesses? C'est une expérience assez étonnante, en effet. C'est agréable tout d'un coup d'avoir des gens qui vous font une proposition sortie de nulle part du même film. Et puis c'est aussi sympa de voir en fait les chemins différents que peuvent emprunter des différentes équipes ou différents groupes de monteurs. Et vous, Clément? Ouais, bah pareil, ça nous donne nous au montage, en tout cas, ça nous donne une liberté un peu de création, même si, bon, évidemment, on respecte le scénario de base et le matériau de base. Mais voilà, ouais, c'est très agréable après de faire la proposition réelle et parfois ça lui plaît ou pas. Donc c'est plus de créativité pour le monteur, plus de liberté. Ouais, tout à fait. Oui, alors après, il y a une petite frustration en tant que réalisateur, c'est qu'on peut des fois découvrir différentes options du même film qui seraient intéressantes après d'arriver à concentrer dans le même film. Donc on se retrouve un peu face à des dilemmes. Est-ce que je préfère celui-là, cet autre film, cette partie-là ou celle-là? C'est très difficile, il s'agit quand même d'un exercice artistique, donc c'est très difficile de mettre une hiérarchie et de classer les gens comme sur un podium. C'est plutôt des propositions qui sont faites et des voies différentes qui sont explorées. Et des fois, on aimerait un peu arriver ensuite à les synthétiser toutes dans un même résultat. Selon vous, quelles sont les qualités essentielles d'un bon monteur, Clément? Je pense l'organisation, puis l'amour de la narration, je pense, totalement. Et pour vous? Je dirais sa capacité à rencontrer et à écouter des réalisateurs. Eh bien, et la deuxième petite chose, mais vous l'avez déjà dit dans l'introduction, c'est un travail qui reste de minutie et de précision et de patience. Eh bien, il faut quand même avoir ce sang-froid, on va toujours être capable de gérer des projets qui sont dans la longueur, qui peuvent être un peu, qui demandent d'aller au bout. Et voilà. Alors, j'allais vous dire merci pour la transition, parce que maintenant, on va rentrer un réalisateur, on va parler de ce binôme monteur-réalisateur. Merci à vous, Clément, d'avoir été sur notre plateau. Nous allons accueillir un réalisateur de fiction, aussi bien pour le cinéma que la télévision. Il est scénariste. Il a été nommé au César pour le meilleur scénario original ou l'adaptation pour le film La meilleure façon de marcher. J'étais tout petit, c'était en 77, donc ça remonte. C'est quelqu'un de confirmé. On peut dire que c'est une sommité, donc on a la chance de l'avoir. On va en profiter. Je vous demande de faire un triomphe à Monsieur Luc Béraud. Bonjour Luc. Bienvenue. Bienvenue Luc, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement, malgré les grèves de train, malgré les embûches, vous avez trouvé le chemin de l'ESSEC et c'est le principal. Mais tout le monde trouve le chemin de l'ESSEC, on est bien d'accord. Alors on sait que certains réalisateurs travaillent souvent avec les mêmes monteurs, monteuses. Est-ce que c'est votre cas? Comment vous êtes organisé? Vous savez, le choix des techniciens dépend aussi quelquefois des accords avec la production et tout ça. Moi, j'ai fait 3 longs métrages sur lesquels j'ai eu la même monteuse pour les 2 premiers et pour le 3e, quelqu'un d'autre, parce que la monteuse était plus libre. Et puis, j'ai fait beaucoup de films à la télévision, et notamment à Lyon, notamment. Et là, c'est souvent les plannings un peu qui décident de qui est libre et qui ne l'est pas. Alors, quelquefois, on se bat un petit peu, parce qu'il y a des gens qu'on aime bien, et puis d'autres qu'on aime moins. Et voilà. Donc, vous appréciez moyennement ces changements? Non, je crois que ce qui est important, c'est de trouver un terrain d'entente et d'avoir un monteur qui a de l'initiative et qui est capable
d'apporter la contradiction. Ce qui est aussi un petit peu... Moi, je suis maintenant un vieux bonhomme, et sur le dernier film que j'ai fait, j'avais un très jeune monteur, et il avait un peu tendance à penser que je détenais la vérité. Et donc, il fallait que je le stimule pour qu'il me donne son avis, et quelquefois, il avait raison. Donc vous préférez laisser un peu d'autonomie au monteur? Ah ben, c'est très important. Vous savez, les premiers films, au début, moi je me souviens, les premiers courts-métrages que je faisais, interdiction de toucher à la pellicule quand je n'étais pas là. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que ça frustrait les initiatives de ma collaboratrice, mon collaborateur. Et petit à petit, j'ai appris à laisser le monteur s'approprier le matériel. Et puis après, j'arrive et je vois un premier montage sur lequel, après, là, on se met à travailler. Fred, vous êtes d'accord? Vous partagez? Oui, je suis tout à fait d'accord, si ce n'est que je pense que le mot autonomie n'est pas vraiment le bon. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'autonomie au sens où le monteur fait ce qu'il veut, c'est l'autonomie au sens où les deux personnes essayent de construire ensemble le film du réalisateur, de se comprendre, d'apporter des choses. Mais le monteur reste quelqu'un qui est au service d'un projet qui a été démarré bien avant lui, et il essaye de s'intégrer à ça et d'apporter sa pierre à l'édifice, de construire avec. Il n'est pas juste un exécutant, mais il n'est pas autonome non plus au sens où il ferait ce qu'il veut, il serait totalement libre. Allez, on va poursuivre notre discussion. On va maintenant accueillir une troisième invitée qui est monteuse, mais cette fois-ci davantage dans le domaine de l'animation. Elle a aussi réalisé et monté des documentaires. Je vous demande d'accueillir Myriam Copier. Bienvenue. Bonjour Myriam. Bonjour. Prenez place. Bonjour Myriam, vous avez monté des courts-métrages, des séries, des longs-métrages d'animation. On évoquait la façon de travailler entre monteur et réalisateur. Elle est différente au niveau de l'animation? Vous êtes complémentaires, autonomes, plutôt axés vers la liberté d'indépendance? Alors en termes ça reste une collaboration entre un monteur et une monteuse et un réalisateur ou une réalisatrice. Ce qui est différent, c'est la matière. C'est un autre type de matière, mais la collaboration reste la même. Alors, on parlait tout à l'heure, lorsqu'on a fait notre quiz, qu'un film s'écrivait en 3 fois. Je rappelle, hein, il y a le scénario, le tournage, le montage. Est-ce que dans l'animation, c'est la même chose? Alors, dans l'animation, oui. Alors, c'est vraiment... il y a une question il y a une écriture qui est très forte au départ, parce qu'on doit tout prévoir. Donc, arriver au montage, c'est un peu plus contraint quand toutes les images sont faites. Ce qui se passe de plus en plus, c'est qu'on intervient à l'étape de l'animatique. Et l'animatique, c'est un espèce de storyboard animé, avec les grosses pauses. Alors, parfois, on a la pause de début et la pause de fin, et il faut vraiment imaginer ce que va être le plan pour lui donner sa durée, pour lui donner son rythme aussi. Et là, on peut intervenir en termes de narration. S'il nous manque un plan, on peut demander à ce que le plan soit fabriqué. Et ça, c'est assez magique. Donc il y a une liberté qui est donnée, oui. Une liberté créatrice. Fred, de votre côté, j'ai appris que vous ne montiez pas vos propres rushs. Pour quelle raison? Dans la mesure du possible, exactement pour la même raison, c'est que si on est tout seul à monter ses propres rushs, on échange avec personne. Et le monteur, il n'est pas là pour faire que des opérations techniques, il est là pour aider à la construction du film à travers un échange. Et si on est tout seul, on est tout seul. Alors, il y a quand même une exception, celle qui confirme la règle. Exactement. Il s'agit d'un documentaire que vous avez réalisé et monté, Arctique, 62 jours en solitaire. Pourquoi vous avez fait ce choix différent? Vous avez fait tout seul? Alors, je n'ai pas fait tout seul. Il se trouve que je n'ai pas participé au tournage du film, puisque c'est l'histoire d'un aventurier qui est tout seul sur la banquise pendant 62 jours et qui s'est filmé lui-même. Donc le travail de réalisation sur ce film s'est fait après, ça a été un travail d'écriture à partir des images qu'il avait filmées et qui étaient en gros ses souvenirs de cette aventure. Et à partir de là, il se trouve que il me semblait plus facile de m'approprier en étant aussi un peu dans un exercice solitaire face à cette histoire. Et de votre côté, Myriam, quand vous réalisez des documentaires, vous les montez également?
Ça m'est arrivé, mais là, je suis sur un projet où j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui va m'épauler, Ouais, c'est vraiment une sorte de double, mais qui réfléchit différemment. Et ça, c'est important. Voilà. Alors, on va faire maintenant une petite expérience et on va vous montrer le résultat. Je vous demanderai aussi de vous manifester, je demanderai l'avis du public. Les étudiants de l'ESSEC ont voulu démontrer l'importance de la personnalité du monteur. Ils ont créé une mini-fiction sur l'entraînement de 2 boxeurs. 2 versions ont été montées par 2 binômes de monteurs. Cependant, les monteurs ont reçu les mêmes rushs au même moment et ont eu droit au même temps de travail. Ils n'ont reçu ni le scénario, ni d'indication particulière du réalisateur. Leur imagination seule a fait la différence et a fait un produit unique. Donc, vous allez regarder ces 2 versions. On va voir la première et ensuite on fera le bilan. Vous nous direz celle que vous préférez. Voici la version 1, Top Magnéto. Voici donc la première version. Vous venez de la regarder. Je vous propose d'enchaîner immédiatement avec la deuxième version, montée avec les mêmes rushs. Regardez. Voilà donc pour la deuxième version, le deuxième montage. On va demander leur avis aux professionnels, mais d'abord l'avis du public. Public, prenez donc votre petite pancarte si vous voulez, ou votre main que vous pouvez lever. On va vous demander si vous avez préféré le film 1 ou le film 2. Alors, qui a préféré le film numéro 1? Attention, c'est à vous, réfléchissez, vous pouvez lever la main si vous voulez. 2 personnes ont préféré le film numéro 1. Parfait. Et donc, film numéro 2, la majorité. Et donc, nous avons un verdict sans appel. Le film 2 remporte les suffrages du public. Maintenant, nous allons demander aux professionnels leur avis. De votre côté, pourquoi, selon vous, on a choisi le film 2 et pas le 1? Luc? Le 2, il y a une narration, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Le 1, c'est plutôt d'ordre poétique. C'est que des gros plans, d'abord, c'est chose que j'aime pas du tout. Et je trouve le deuxième est clair. Et on voit vraiment de quoi ça parle. Le premier, ça pourrait être un fantasme. Et pourquoi on revient sans arrêt sur l'entraînement, sur le sac. Voilà. Fred, Myriam? Moi, je trouve que dans le 2, il manque quand même quelque chose d'affirmé sur la musique. C'est-à-dire que le rythme n'est pas joué jusqu'au bout, en termes de mixage aussi. Je trouve que c'est un peu... soit on y va à fond, soit là c'est un peu entre deux, je trouve, en termes de rythme, en termes de force de proposition. Donc on n'est pas tout à fait d'accord. Fred? Alors moi j'aurais tendance à dire que le film 2 est un film pas très bien monté mais bien écrit, et que le film 1 c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est un film bien mieux monté, sauf qu'il n'a pas d'histoire. Il lui manque peut-être un réalisateur à celui-là. Donc voilà pourquoi a préféré cette version. Tout le monde ici, le public, avec un regard d'amateur, a eu cette sensibilité. Donc on voit bien que les choses se perçoivent assez facilement.
Alors, rappelons que les étudiants ont cherché à montrer que la personnalité du monteur pouvait bien sûr influencer le film, le montage du film. Que pensez-vous de cette expérience? C'est intéressant de pouvoir comparer, c'est enrichissant quand même. On arrive à mieux comprendre toute la patte, tout l'enjeu du montage. C'est le rêve de tout le monde. Vous savez, c'est toujours de dire avec le même scénario, de confier un scénario à 2 réalisateurs différents. Ça ne s'est hélas jamais fait. Enfin, le processus des remakes n'a pas grand-chose à voir avec ça. Mais ça serait intéressant et tous les producteurs, tout le monde rêve un jour d'arriver à avoir assez de moyens pour faire ça. Alors, on a vu les films des étudiants. On va maintenant voir un extrait d'un de vos films, votre dernier film. Luc, Mauvaise herbe, c'est son titre. Voici un extrait d'1 minute 20. Et ensuite, commentaire, explication. Tu t'ennuies. Un peu. Je trouve que tout ça va pas assez vite. T'as envie de grandir, quoi. J'ai envie de sensations fortes. Tu sens que tu as besoin de quelque chose, tu sais que ça existe, mais t'as pas encore trouvé quoi. T'as un petit ami? Oui. Vous êtes amoureux? Oui, je crois. Ça veut dire quoi exactement être amoureux? Ah. Vous avez déjà fait l'amour? C'est un bon amant? Oui. Je peux pas vraiment dire, j'ai jamais fait avec un autre. Il te donne du plaisir? La première fois, non. Mais maintenant, oui. Chez toi, comment ils réagissent à tes impatiences? Chez moi, c'est chacun pour soi. La seule qui s'occupait un peu de moi et mes frères, c'est Josette, ma grand-mère. Mais elle s'est enfermée dans sa prostration. Et elle s'occupe plus de rien. Personne n'a jamais pensé à l'envoyer consulter un psy? Mon grand-père, c'est son mari, et il s'en fout. Si elle est en état, vous devriez lui offrir un voyage vers son pays. Retrouver les parfums d'autrefois, ça la requinquerait. Oui, je suis sur le coup. Voilà pour cet extrait de Mauvaise herbe, le dernier film de Luc Béraud, qui est avec nous en direct, je vous le rappelle. Avant de vous donner la parole, Luc, je vais faire réagir nos invités Fred et Myriam. Question pour vous. Selon vous, avec quel matériel a été tourné ce film? Myriam. Alors, il me semble que c'est avec un téléphone. Avec un téléphone? Pourquoi vous nous dites ça? En termes de qualité d'image, Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait, hein, l'image elle-même. Là, je C'est-à-dire sais pas, le procédé de copie n'est pas très bon. Donc c'est une mauvaise copie. Voilà, non, mais en tout cas, c'est intéressant. Enfin, Luc est un grand réalisateur, il va tourner avec un téléphone, franchement. Allez, Fred. Ah non, mais je souscris. Je ne dirais pas que ça a été tourné avec un téléphone, ça a été tourné avec une caméra à petit capteur, ça on reconnaît immédiatement. Ah là, ça c'est la voix médiane pour faire plaisir à tout le monde et c'est une bonne non, solution. c'est la voix de quelqu'un qui travaille dans de la post-production, qui travaille sur les images et qui est capable de reconnaître la profondeur de champ d'une caméra à petit capteur, moyen capteur ou grand capteur comme dans le cinéma. Après, c'est juste une caractéristique technique d'un film. Ça n'a aucun rapport avec la valeur artistique du film. Alors, verdict officiel, Luc, oui, avec... bien sûr, je l'ai fait avec un iPhone 12, mais un système qui s'appelle Filmic Pro. Voilà. D'accord, donc c'est une petite application. C'est absolument, voilà. Alors bon, je suis très déçu par le rendu ici, mais c'est pas très grave. Ce qu'il y a, c'est que c'était un challenge que je m'étais donné de faire un film. J'avais fait des petits essais avant qui avaient eu un certain succès, et je m'étais dit dans le fond, pourquoi je ferais pas ce film que je voulais faire de façon professionnelle dans les années 2015. C'était adapté d'un livre, et je me suis lancé à le faire comme ça, quasiment tout seul. C'est-à-dire qu'on était 2 et plus 3 stagiaires et des comédiens, etc., etc. Et le problème, ça serait à refaire. Non, je voulais faire toute la chaîne pour montrer qu'on peut faire un film avec rien. Et que c'était une ouverture quand on passe son temps, quand on écrit des scénarios, à attendre des réponses des chaînes, des producteurs, de ceci, de l'avance sur recette et tout. Et je voulais dire à mes camarades, si vous voulez tourner, vous prenez votre téléphone et vous tournez. Là, mais ça serait à refaire, je le ferais, je pense, avec soit une petite caméra, soit un appareil de photo, parce que sur l'iPhone, il n'y a pas de focale. C'est simplement un angle qui capte sur un petit capteur, c'est ça. Petit capteur, oui. Et donc, notamment quand je photographiais les femmes, c'est catastrophique. J'ai failli me fâcher avec mes actrices. Myriam, vous aviez donc deviné qu'il y avait un smartphone derrière ce tournage.
Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie? Alors, effectivement, il y a une profondeur qu'on a. Après, je sais qu'on a moins, qui n'est pas très travaillé. Il y a un truc assez plat. Mais effectivement, ce n'est pas le plus important, là. Le plus important, c'est comment on raconte les histoires. Et le dialogue et le jeu d'acteur, il me semble. Fred, donc ce petit capteur dont vous parliez, vous l'avez perçu tout de suite. Vous, quel est votre avis sur cette utilisation du matériel qui s'est démocratisé? Tout le monde peut tourner. Moi, je trouve ça très bien. Je pense que tout le monde peut tourner, et c'est une phrase qui est un peu exagérée, c'est-à-dire que tout le monde peut tourner en s'affranchissant des moyens de filmer, mais il reste beaucoup d'autres choses à mettre autour. Il faut mettre des comédiens, il faut mettre des décors, il faut mettre tout un tas de choses. La partie caméra, entre guillemets, n'est qu'une partie d'un budget de film. Il faut prendre le temps d'écrire, il faut prendre le temps de le monter, etc., etc. Donc voilà, ça donne certaines opportunités à certaines personnes de faire certains films. Ça ne change pas fondamentalement toute la difficulté qui sera toujours là de faire un gros projet tel qu'est un film, notamment de fiction. Est-ce que ça a une influence sur le jeu des comédiens qui s'affranchissent un peu de la technique? Parce que la technique est assez lourde d'habitude. Alors, cela dit, j'ai fait beaucoup de films à la télévision, et la télévision, on a des moyens assez légers, et on n'attend presque plus l'image, le matériel, c'est beaucoup allégé, etc., etc. Parce qu'au cinéma, autrefois, on tournait, moi quand j'ai commencé stagiaire, on tournait 5 plans dans la journée. Maintenant, au minimum, on fait 15-20 plans dans la journée. Voilà. Donc, si vous voulez, le fait de tourner 5 plans dans la journée, ça veut dire que les comédiens poireautent la journée. Pour 10 minutes utiles de travail, ils attendent 7h30 dans leur loge. Donc ils sont payés à rien faire en quelque sorte. C'est pas vraiment le truc. Non, mais ça fait monter une angoisse. Alors que quand on tourne en continuité, le comédien, il est toujours dans le bain. Et là, en plus, avec ce téléphone où je faisais le cadre et la lumière et tout ça, et on n'attendait jamais. On a tourné pendant 3 semaines, et on a tourné 8 heures par jour, quasiment. Question concernant le son et le montage. Il n'y a pas des difficultés supplémentaires quand on tourne avec un petit iPhone ou un smartphone? Avant de faire ce film, j'avais consulté beaucoup de camarades, chefs opérateurs, ingénieurs du son, mixeurs et tout, et ils m'avaient recommandé de faire, non pas avec le son du téléphone, qui restait un son témoin, mais d'acheter un petit enregistreur numérique, qui est un Zoom, ça s'appelle, et on avait un émetteur. Et donc, avec Frédéric et les autres, ils perchaient comme ça, les bras tendus, avec des 2 petits micros qui faisaient le truc où on les cachait dans le décor. Donc, il y a le son d'un côté. Ça voulait nous obliger à faire des claps. Mais moi, je suis pas un ennemi des claps. Je sais que Piala, tas de gens n'aimaient pas ça. Je trouve que c'est le moment, le clap, c'est le moment où l'être humain devient le personnage. Et c'était important pour moi. Maintenant, le montage. Sur smartphone également? Non. Alors, non, d'abord, c'est pas sur smartphone, c'est sur ordinateur, hein, bien sûr. On transfère les rushs sur l'ordinateur. Je voulais tout faire comme ça. C'était un challenge, et il y a sans doute de l'égocentrisme ou je ne sais quoi, mais je voulais tout faire. Et puis, je me suis rendu compte que j'y arrivais pas. D'abord, je ne m'étais pas familiarisé avec le système de montage, c'était trop compliqué, et très vite. Alors, comme j'avais eu une production qui m'avait prêté un assistant monteur pour faire le truc, je lui ai proposé, et c'était la première fois qu'il montait de la fiction, je lui ai proposé de monter le film. Donc aujourd'hui, au regard de cette expérience, on n'est pas tous monteurs professionnels. On peut tous faire du montage, pour autant, on n'est pas professionnel. Vous êtes d'accord, Myriam? Oui, effectivement, ça s'apprend. Fred? Je pense que oui, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect technique, ça reste un peu compliqué quand même. La chaîne de post-production d'un film reste faite de plein d'étapes un peu compliquées et techniques. Par ailleurs, c'est des projets quand même qui sont gros, donc il faut avoir quand même une façon d'approcher l'ensemble du problème qui s'apprend. Voilà. Et puis il y a le rapport au réalisateur qui quand même aussi se construit avec le temps. Merci en tout cas d'avoir répondu à toutes mes questions. Notre émission touche déjà à sa fin. Je vais vous demander un mot de conclusion chacun. Honneur aux dames. Myriam. Eh bien, j'étais contente d'être ici. C'est une bonne conclusion. Nous aussi, on était ravis de vous avoir. Allez, Fred. Moi, je trouve intéressant de faire des émissions
qui approche cette idée du montage. Je trouve ça pas mal. Très bien. Luc, ce sera pour vous le mot de la Eh fin. ben moi, je crois que j'espère que mon film donnera envie à des gens de franchir le pas sans attendre des réponses des institutions. Eh bien, merci infiniment. On était ravis de vous avoir. Merci au public ici présent. Merci à vous de nous avoir suivis. On était en direct avec les étudiants de l'ESSEC l'Arfis à Lyon-Villeurbanne. Merci. À très bientôt pour d'autres aventures. Merci à tous. C'était pas mal.